Donc, je suis Sabine El-Mouali, je viens de soutenir une thèse que j'ai effectuée dans le cadre d'une CIFRE, donc entre entreprise et laboratoire, au laboratoire Espace et Société de Rennes 2. Donc cette thèse a été effectuée dans un bureau d'études qui travaille à la prise en compte de l'arbre dans les aménagements, qui combine à la fois des compétences sur l'ingénierie horticole, mais aussi le regard, je dirais, urbain, d'urbanisme. Et donc, alors j'ai repris un diaporama de ma soutenance, je suis navrée pour ceux qui y étaient, et j'y ai rajouté quelques précisions puisqu'on avait un petit peu plus de temps. Donc je vais commencer par introduire un petit peu l'origine de ce projet, qui était en fait l'idée d'interroger un petit peu des cas d'aménagement tout au long de leur processus et de voir comment la nature était prise en compte par tous les acteurs. Ensuite, je vous présenterai ma méthode parce que c'était, disons, quelque chose qui a pris un petit peu de temps à construire et qui aujourd'hui peut peut-être intéresser quelques personnes. Ensuite, vous avez les trois axes de la méthode qui présentent également les résultats. Donc, histoire, langage et matérialité des espèces à caractère naturel qui nous sont livrés à la fin du projet. Et donc, la conclusion rapide. Donc, je vais commencer en introduisant par une citation de Nadieu en 2013. La ville nature est un modèle urbain. Il convoque de nouvelles compétences connues ou en construction pour mettre en œuvre ce projet. Donc, ce projet, si je résumais, a un peu comme origine la question d'écologues qui sont un petit peu sur cette vague de nouveaux métiers en création. En fait, ce n'est pas vraiment des nouveaux métiers, c'est des métiers qui se créent à partir de disciplines existantes et puis qui vont un petit peu s'adapter au projet urbain. Et donc c'est un bureau d'études qui a 20 ans cette année et qui commence à se poser des questions un petit peu sur leur place dans le projet d'aménagement urbain. C'est-à-dire qu'on va dire que ces 5-10 dernières années, le bureau d'études travaille de plus en plus avec des architectes et depuis 3-4 ans avec même des promoteurs. Donc c'est des partenaires complètement nouveaux. Et donc la question c'est comment on reste indépendant, comment on se positionne dans ce processus, comment on milite à notre manière pour que l'arbre, en tout cas pour Aubépine et la nature de façon générale, ait une place, je dirais, un peu plus correcte dans le projet. Et dommage que Bertrand soit parti, mais je pense que ça lui parle aussi, pour avoir effectivement des espaces où parfois à la livraison, parfois 5 ans plus tard, on ne se dise pas faut tout refaire parce que c'est pas du tout adapté ni aux usages ni au fonctionnement écologique. Bon, petit clin d'œil à mon premier tuteur, parce que j'ai 2 tuteurs pendant cette thèse qui nous faisait quelques illustrations pour accompagner mon sujet. Donc ce projet, cette problématique est aussi le résultat d'un échange en comité de thèse très important où en fait je me suis retrouvée entre des écologues, des sociologues, vraiment au sens sociologie pure jus, des géographes, donc avec des disciplines différentes et également les commanditaires, les d'Aubépine, qui eux sont des ingénieurs plus techniques, pour répondre à cette question de la prise en compte de la nature. Donc on s'est mis d'accord sur le fait d'étudier un processus dans son ensemble, de l'idée du projet jusqu'à sa livraison. Je les remerciais pas tous les jours d'avoir choisi ce sujet, mais on y est plutôt pas mal arrivé. Donc comment la prise en compte des éléments naturels interagit-elle avec le projet d'urbanisation par l'intermédiaire de ces différents acteurs? Pour quelle matérialité et quelle spatialisation? Par projet d'aménagement, ici ont été choisies les zones d'aménagement concertées. Alors pourquoi? Parce qu'elles avaient un certain nombre d'avantages sur les documents administratifs, sur la possibilité de suivi, et aussi dans une optique de comparaison avec justement un cadre juridique, des démarches qui étaient assez similaires, même si chaque projet a son identité. Donc la nature, ou plutôt espace à caractère naturel, ce projet a aussi été très dynamisé par tout ce qui a été publié autour des années 2013, 2012, enfin juste avant le démarrage de la thèse en 2014, où les trames vertes et bleues du Grenelle se sont progressivement inscrites dans une logique urbaine avec toutes ces publications sur les trames vertes urbaines, notamment par le Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui a énormément vulgarisé sur ce thème. Et ensuite, par acteurs, ou plutôt agrégat d'acteurs, on entend toutes les personnes qui participent de l'aménagement,
Donc là, on a été voir les élus, les maîtres d'œuvre, les architectes, les écologues, c'est-à-dire il ne s'agissait pas de se centrer sur un métier, les paysagistes également, mais vraiment d'aller voir tout le monde, à la fois pour avoir le regard des personnes, mais aussi le regard des autres sur les métiers du paysage, de l'écologie, etc. Donc c'était vraiment l'idée d'avoir, d'observer comment les uns et les autres se regardaient et travaillaient ensemble. Donc le projet de recherche a été mené donc, pendant ces 3 années, plus une année d'écriture sur 5 cas. Alors on a choisi un cas un petit peu plus ancien, le Blône-Bricquigny, parce qu'on avait besoin de mettre un petit peu en relief l'évolution des pratiques. Et ensuite 4 cas du Grand Ouest, on va dire, avec des densités moyennes. C'est toujours difficile de trouver des cas complètement comparables, mais l'idée voilà, était de rester sur le Grand Ouest, ce que Annie-Antoine avait appelé les bocages de l'Ouest dans son bouquin d'archéologie, et à la fois des actes qui commençaient tout autour des années 2000. Mais donc on est dans une réglementation qui est moins stricte que celle d'aujourd'hui, ça ne faut pas l'oublier. On est autour voilà, d'une prise de conscience, mais on n'est pas encore dans les mêmes obligations qu'aujourd'hui. Donc la méthode s'est construite autour de 3 actes pour vraiment pouvoir avoir une observation la plus complète possible de la mise en place des espaces à caractère naturel. Il y a d'abord une approche historique qui vise en fait à reconstituer l'événementiel, tout ce qui a pu se passer sur le processus, et je dirais à reconstituer le récit à travers aussi également le langage des acteurs. Donc je vais décliner un petit peu ensuite. Au niveau du langage, il y a eu plusieurs méthodes combinées, de la lexicométrie jusqu'à vraiment l'analyse compréhensive et la mise en relief par des théories, notamment celle du dialogue authentique. Et dans la matérialité et les pratiques, c'est essentiellement Solène Crossic, que j'avais dans mon comité de thèse, qui a pu un petit peu m'aiguiller, et tout ce qui a été publié par le Muséum d'histoire naturelle, et aussi tout ce qui ressortait un petit peu de l'écologie du paysage, en précisant que sur la matérialité, on est resté quand même sur une observation très basique, je vous montrerai par la suite dans ce diaporama. Donc sur le langage, ce qui nous intéressait, c'était de savoir comment les acteurs tombaient d'accord sur le choix d'un aménagement. Donc j'ai réutilisé en fait la méthode des économies de la grandeur, vous pourrez aller voir si vous ne connaissez pas, qui est un petit peu plus ancienne et qui était en fait destinée à analyser comment dans les entreprises les cadres se mettaient d'accord sur un certain nombre de décisions. Et donc j'ai repris cette méthode qui en fait, dont le principe est de replacer le discours des acteurs dans des sphères discursives qui leur permettent de se mettre d'accord. Et par exemple, pour une même décision, un acteur va se justifier par le côté marchand, c'est-à-dire la valeur économique. Un autre acteur va se justifier par le côté projet, c'est-à-dire tout ce qui ressort du faire ensemble de l'organisation. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais l'idée c'était de resituer vraiment dans quelle sphère discursive se situaient ces acteurs. Et ensuite, il y a eu une autre théorie qui a été beaucoup mise en œuvre dans ce projet, c'est la théorie du dialogue authentique. Alors, elle vient d'un livre qui s'appelle Planning with Complexity, qui en fait conclut par le fait que s'il y a des tensions sociales aujourd'hui, si les gens sont suspicieux, s'il y a énormément de procès d'intention et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est parce qu'on manque un petit peu d'authenticité dans les échanges. Et donc, cette théorie a été développée dans le cadre d'études sur la gouvernance, donc elle concernait les habitants et les élus en fait. Et moi, je l'ai réadaptée au jeu d'acteurs autour du projet. Est-ce que quand on échange avec l'architecte qui nous emploie, avec qui on est partenaire, est-ce qu'on travaille de façon authentique ou pas? Donc là, je vais préciser un petit peu aussi l'hybridation de la méthodologie. C'est une méthode qui fait un aller-retour permanent entre des analyses quantitatives et une analyse compréhensive, entre le numérique et le matériel, aller sur le terrain. Alors, il y avait 2 raisons. La première, on ne va pas se mentir, quand on est en chiffres, on cherche une forme de recul, on est comme ça, on est un petit peu en train de se justifier parce qu'on est embauché par un partenaire privé, etc. Enfin, c'est pas évident au départ, mais maintenant ça fait 4 ans, j'ai fait le deuil.
Donc il y a ce côté numérique, vraiment création de la base de données, a permis aussi de prendre du recul. Donc la lexicométrie, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est du comptage de mots, c'est-à-dire vous dactylographiez tous vos entretiens ou des articles de presse par ailleurs. Et ensuite, on a ce qui ressort essentiellement comme vocabulaire. Bon, c'est plus complexe que les nuages de mots, il y a tout un tas d'algorithmes qu'on peut utiliser. Elle est très utilisée actuellement par une Canadienne dans l'analyse des discours des extrêmes droites, par exemple. Qui, du coup, on se rend compte que en comptage de mots, on est sur le lexique de la peur. C'est des grosses analyses. Ensuite, une base de données catégorisée, c'est-à-dire que les entretiens dactylographiés ont tous été mis dans un tableur, une ligne par phrase, que ensuite j'ai catégorisé en fonction des besoins de la question posée par la recherche. Et ensuite, écoute et relecture humaine. Donc, bien sûr, les analyses quantitatives ne suffisent pas, vous pourrez faire autant de graphiques que vous voulez. Parfois, quand la personne vous parle, elle se met à la place de quelqu'un d'autre pour dire ce que dirait l'autre personne et ce qu'elle en penserait. Parfois, il y a des rires, il y a de l'ironie, il y a de la subtilité dans le langage qu'aucune méthode numérique ou même d'intelligence artificielle n'est capable aujourd'hui d'analyser. Et donc l'analyse des matérialités, là j'ai couplé mon métier d'origine en fait, qui est la géomatique, puisque j'étais la cartographe pour ces écologues. Et donc avec une idée de faire des analyses diachroniques avant, après, de tâter un petit peu le terrain vu d'en haut, et pour ensuite aller sur le terrain voir quelle est, je dirais, la réalité de ces espaces préservés. Parce que effectivement, là aussi, le quantitatif ne va pas forcément être suffisamment complet dans l'analyse. Donc, premier constat, on va commencer par, je dirais, l'évolution un petit peu historique dans l'aménagement. Il y a une diversification des acteurs sur les projets d'aménagement et aussi en même temps une segmentation des compétences. Donc bien entendu, il y a des politiques de protection de la nature et des lois qui vont pousser les porteurs de l'aménagement à mieux, on espère, prendre en compte la nature. Tout d'abord, la loi paysage, très concret, obligation d'un volet paysager dans la demande de permis de construire. Donc l'architecte, s'il veut construire son immeuble ou sa maison, il va falloir qu'il ait au moins un petit paragraphe sur le paysage existant. Ensuite, la loi SRU va un petit peu plus loin, puisqu'elle parle de respect de l'insertion des projets dans l'environnement, donc ça peut paraître assez vaste, mais c'est à partir de ce moment-là que des architectes vont commencer à dire à des écologues, est-ce que tu pourrais... On ne parle pas des études d'impact encore, on est vraiment sur la nature ordinaire, je précise. Et du coup, ça va générer un petit peu un besoin en études d'écologues qui vont devoir s'inscrire dans des documents d'urbanisme, ce qui du coup commençait à être un petit peu nouveau. Et ensuite, toutes les politiques de trame verte et bleue. Mais pas seulement. Il faut bien comprendre aussi qu'en même temps que la gestion différenciée s'installe dans les années 80, Bertrand Martin connaît ça mieux que moi, il y a eu des thèses là-dessus également, la France décentralise les pouvoirs, en particulier sur l'aménagement. Donc on va arriver dans des systèmes locaux où du coup des besoins particuliers sur le paysage local vont émerger, etc. Les projets vont un petit peu changer de jeu d'acteurs. Ensuite, l'ouverture à la concurrence des compétences de l'État, c'est-à-dire qu'avant, si on avait un petit peu une triangulaire maire, direction de l'équipement, État, et architecte en chef, je précise, aujourd'hui, on se retrouve dans des jeux d'acteurs complètement diversifiés, avec parfois des écologues, parfois pas, parfois des hydrauliciens, avec des hydrologues, avec des VRD, enfin toutes ces compétences vont un petit peu se mélanger, se complexifier. Donc cette diversification autour de la prise en compte de la nature, elle n'est pas seulement due en fait aux lois de protection sur le paysage, mais elles sont aussi dues à tout un contexte économique, une dynamique sur les aménagements. Et donc dans la pratique, par rapport aux ZUP des années 60, la vraie différence, j'ai appelé ça en fait la constitution d'une matrice paysagère. Je vais vous montrer deux exemples ensuite. C'est-à-dire que pour dire qu'on insère la ville dans la nature, dans le cadre d'extension urbaine, on va préserver un certain nombre d'éléments qui sont souvent des éléments visibles du paysage. On a parlé du bocage tout à l'heure, des bocagères, ça en fait partie, mais également les boisements, etc. Vraiment des choses qui sont symboliques sur le paysage existant. Ensuite, la place
des chemins de l'eau, qui est très importante. En général, la trame verte suit pas mal la bleue quand même, vu qu'on manque d'espace. Donc tout ça, ça va faire que les architectes vont plus envisager une matrice et le reste, mais on parlera justement du revers de la médaille, et ben on va construire sur le reste. Ensuite, faire avec plutôt que faire contre les éléments, c'est-à-dire comme dans l'entretien des espaces verts, on cherche à moins intervenir, et ben en aménagement c'est pareil, on va chercher à moins modifier le périmètre. Et ensuite, l'humilité aussi des gens qui témoignent de leur pratique, c'est-à-dire qu'ils créent du potentiel. Quand on aménage une ZAC, alors on a une continuité écologique vers la campagne environnante, je pense à mon cas des rives du Blône, jusqu'à ce que la prochaine ZAC arrive, parce que qui dit que le paysage restant ne va pas aussi un jour être urbanisé, l'architecte ne le sait pas au moment où il fait le projet. Ensuite, par exemple, le cas de la Courouse, ou Via Silva, juste à côté, on inscrit des continuités écologiques, mais on sait très bien qu'il y a la rocade rennaise au bout du périmètre. Donc il y a un moment, si derrière il n'y a pas de projet de saut de cette infrastructure, voilà, l'architecte, pour lui, il crée du potentiel et il ne sait absolument pas ce que va devenir le reste. Donc pour un petit peu comparer les prises en compte, j'ai fait un exercice d'inventaire. Alors inventaire assez superficiel, hein, parce que sur les 5 cas, j'ai pas fait d'inventaire hyper détaillé. Là par exemple, à partir d'une photo ancienne que j'avais repositionnée sur SIG, j'ai retracé le maillage bocager en 1945. Voilà, donc sud de Rennes, là on est sur le Blône. C'était maillage, petite parcelle, agricole, etc. avec un bocage très tortueux sur le paysage du sud. Et donc après, si je resuperpose, et j'ai eu bien du mal, heureusement qu'il y a la prison Jacques Cartier, je suis d'un fort secours. Non mais voilà, finalement les repères sont pas... Et du coup on voit qu'effectivement on a gardé, alors il nous reste quelques morceaux de haies, voilà, qu'on peut resituer. Mais le maillage n'est pas forcément très bien perceptible. Alors ceci dit, j'ai mis quasi, parce que je ne trouve pas juste de dire que dans les années 60, on ne prenait pas en compte la nature. C'est pas vrai. J'ai fait toutes les archives de Rennes et j'ai épluché tous les courriers de l'architecte en chef. Et j'ai énormément de courriers de l'architecte en chef qui s'énervent contre la DDE parce qu'ils n'ont pas respecté les arbres existants et qu'il était bien inscrit au projet qu'on préservait les haies, qu'on les avait inventoriés, que c'était pas pour rien, etc. Donc c'est juste qu'on n'est pas dans un contexte de prise en compte énorme et l'urgence c'est de créer du logement. Mais il y avait quand même un intérêt pour ces entités, on va dire. Alors pas du tout dans un but écologique, hein, dans les courriers il explique bien, c'est quand même des arbres qui sont déjà grands, déjà bien verts, et du coup ça évitait de les faire pousser, quoi. Donc voilà pourquoi il voulait les garder. Et donc là si on compare, c'est la ZAC des Perrières à la Chapelle-sur-Erdre, au nord de Nantes, où là, du coup, tous les boisements ont été préservés. Il y a eu un travail avec les hydrauliciens pour que les eaux aillent vers les boisements par des chemins en surface. Et du coup, les boisements font office de tampon pour éviter que l'eau, puisque en fait, plus vers le nord, là c'est en descendant, la topographie, la pente va vers le nord, où en bas vous avez la vallée du Rupt. Et donc, après aménagement, en fait, ils ont même diminué l'impact des eaux de ruissellement vers la vallée du Rupt. Alors, revers de la médaille, on construit en fait systématiquement sur la terre agricole. Parce que du coup, voilà, si on ne construit pas sur la zone humide, si on garde les boisements, si on garde les haies, si on garde suffisamment d'emprise pour les arbres existants, il reste la terre agricole. Alors ici, il y avait un verger qu'ils avaient voulu préserver, et en fait, ça n'a pas pu être fait parce que c'était de la culture extensive. Et les produits n'étaient pas compatibles avec de l'habitation à proximité. Donc le verger a été démonté. Donc également, sur l'évolution de la prise en compte, j'étais très partagée parce qu'en fait on a un double mouvement d'une non linéaire, d'une nature qui avance et qui recule. Comme l'a expliqué Bertrand Martin tout de suite, oui, ils font des requalifications, il y a vraiment des endroits où on retrouve des systèmes, des milieux un petit peu plus riches. D'un côté, sur les ZAC aussi, on essaie de faire des progrès, de ne pas trop minéraliser.
Et puis d'un autre, il y a une vraie conflictualité entre les usages. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que Bertrand a pris pas mal d'exemples. Mais il n'a pas parlé aussi de sécurité, c'est-à-dire que là où les habitants aussi sont très réactifs, c'est des arbres tombent, etc. Donc tout de suite on perd un petit peu en patrimoine. Et là on a le même endroit d'une année sur l'autre. La thèse a duré 3 ans, hein. J'ai fait 1 an de prospection, puis 2 ans de terrain. Et en 2 ans de terrain, j'ai énormément d'exemples comme ça, d'espaces qui passent de massifs arbustifs un petit peu riches avec des nids d'oiseaux et pas mal de vie dedans, à des espaces tondus. Là, je pense que la prochaine étape, ça va être l'enrobé, parce qu'ils ont des problèmes de gestion des déchets, de cachette à stupéfiants, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que parfois, dans un aménagement, tout au long du processus, même si au final on livre un aménagement avec des espaces à caractère naturel intéressants, je dirais, au niveau écologique, ils peuvent être très vite rattrapés, non seulement par les problématiques d'entretien dont parlait Bertrand, mais aussi par les problématiques d'incivilité et de sécurité. S'il n'y a pas la personne pour porter la chose, qui va dire non, on ne requalifie pas l'espace parce qu'on avait dit qu'on faisait comme ça et on le laisse, très très vite, la prairie se transforme en enrobé en fait. Hein. J'ai un autre exemple sur la ZAC des Perrières qu'on a vu juste avant. Alors c'est ici, là. En fait, on a eu des invasions de sangliers. Donc, première réaction de Nantes Métropole, ça a été on rase les bois, fini, plus de bois dans les quartiers, c'est pas possible, on a des hordes de sangliers qui déboulent, voilà, on comprend, hein, sécurité des habitants, etc. La chargée d'opération, qui était là depuis le début, qui portait la chose, a dit non. Non, nous on a dit aux gens qu'on gardait les boisements, donc on garde les boisements. Donc du coup, ils ont rappelé les bureaux environnementalistes qui s'étaient occupés de ça, et ils ont mis en fait des petites clôtures légères qui ont détourné le chemin des sangliers. Donc, je vous donne quelques exemples comme ça, mais c'est très concret dans les processus, même si vous avez tout bien fait, même s'il y a une super ambition au départ. Arriver au bout du bout sur des espaces urbains écologiquement intéressants et perméables, hein, au final c'est ce qu'on recherche, c'est la perméabilité de la ville, c'est un parcours semé d'embûches. Là, je passe au suivant. Donc, sur le langage, au sein des actes les plus récentes, il y a quelque chose qui m'a frappé dès le départ quand j'ai analysé les dossiers de réalisation, puisque dans une zone d'aménagement concerté, l'avantage est qu'on a des documents comparables, c'est que vous allez avoir des actes où le paysage est raconté dès le départ, le paysagiste, l'architecte, les gens qui préparent le projet racontent et essayent d'être le plus précis possible sur les aménagements qu'ils vont livrer. Et à revers, alors je suis désolée pour la qualité de l'image, mais en plus ça reflétait vraiment le dossier de réalisation. J'avais 3 phrases pour dire qu'il y aurait du mobilier, qu'il y aurait des espaces verts et des espaces de loisirs. Voilà, donc, et c'était un peu une réaction de Cyril Lomet de la direction des jardins à Rennes aussi, qui me dit moi j'en ai marre parce qu'on me dit qu'il y aura des espaces verts, mais oui, mais il y aura quoi dans le vert? Lui c'est ça qui l'intéresse. Et j'insiste, la précision du langage, à une époque où on simplifie tout, on met des smileys partout, c'est quand même super important si on veut arriver à ses fins. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail, mais si ça m'intéresse, vous irez voir ma thèse quand elle sera mise en ligne, mais parce que c'était un petit peu long. Le langage a été décortiqué par thématique entre contraintes et leviers, et catégorisé quand c'était possible sur des objets à caractère naturel. Donc l'idée, c'était de viser sur quoi était la contrainte. Alors bien sûr, vous remarquerez, les gens, la nature pour eux, c'est un vaste sujet. On a rarement des choses très précises. Et quand j'arrive à les faire parler, non mais là tu parles de quoi? Tu parles des arbres? Ouais, tu parles des arbres. Et là tu parles de quoi? De la prairie? Parce que les gens, en fait, la nature, c'est un vaste sujet. Et ensuite, il y a des gens qui vont parler du sol, de l'eau, donc il y a eu toute une catégorisation comme ça dans une base de données, afin de, selon les intérêts, d'aller chercher les contraintes et les leviers correspondants. Sachant que, du coup, je partais sur une thèse plutôt technique, et on se rend compte que la ressource humaine et le social sont très présents, la technique également, mais aussi la notion d'espace et économique. Alors Bertrand Martin a beaucoup parlé tout à l'heure de la ressource humaine et de l'économie.
Oui, effectivement, il va y avoir là un couac, c'est que des espaces à caractère naturaliste, certes, on y revient moins souvent en entretien, mais on a besoin de surveillance et on a besoin de gens pour observer cette nature dans un cœur urbain. Et pourquoi la ressource humaine resterait-elle une charge, ma foi? C'est plutôt une richesse. Mais donc, à la suite de ces entretiens, sont ressorties les problématiques que vous avez vues précédemment. La nature urbaine, je t'aime moi non plus, donc c'est des pressions d'usage et des difficultés politiques. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il en a parlé Bertrand tout de suite. Et par contre, j'ajouterais la difficile appréhension des enjeux entre le global et le local. Je vais en reparler tout à l'heure. Là, on est au plateau des Capucins, où effectivement, d'un côté, on sent qu'on a la recherche de partage, d'agriculture urbaine, etc. Et en même temps, c'est très clos. C'est-à-dire que pour le promeneur et pour le arpenteur, chercheur de terrain, faire le tour, les îlots sont de plus en plus clos. Et Rennes est pas mal là-dessus aussi. Hein. On revient sur la clôture des îlots. Et c'est plutôt, ça m'a semblé plutôt inquiétant. Hein. Parce qu'il y a la perméabilité au niveau écologique, mais il y a la perméabilité au niveau social. Et ils ont beau faire des barreaux de toutes les tailles, c'est quand même assez violent hein, quand on se promène dans des actes de ce type. Et ensuite, les cadres gestionnaires et administratifs encore mal adaptés. Eh bien oui, la ressource humaine, c'est une charge. Alors du coup, on préfère mettre plus de granit, plus de mobilier, parce que finalement, ça c'est un investissement, c'est amorti sur 5 ans, sur 10 ans. J'ai une formation de comptable en fait à la base. Et la ressource humaine, mince, c'est une charge. Alors si la collectivité embauche trop de gens mais consomme moins de matériaux, du coup elle n'est pas bonne gestionnaire. Alors que si elle met du granit, elle investit dans des grosses infras, elle va être bonne élève parce qu'elle investit. Et par contre, il faut qu'elle réduise sa ressource humaine qui est une charge de fonctionnement. Vous voyez la subtilité? Et ça, honnêtement, c'est pas tellement compatible avec une ville plus perméable. Ensuite, assurer des ouvrages non normés. Oui, parce que toutes ces noues que l'on fait, qui doivent évacuer les eaux de pluie, du coup, ne sont pas normées, au sens où comment assurer un ouvrage qui est artisanal et qui dépend de la nature. Donc, j'ai dans mes cas la Courrouze où il y a eu effectivement des petites inondations, alors pas trop graves, mais du coup, qui était responsable? Le service des jardins qui n'a pas enlevé les feuilles dans les bouches d'égout ou le service VRD qui n'a pas surveillé ces bouches d'égout? Vous voyez, c'est très subtil dans les discours. On sent bien qu'il va falloir beaucoup avancer là-dessus. Alors donc le facteur ressources humaines, il est très récurrent et pour plusieurs raisons. Alors d'une part, il faut trouver la bonne compétence. Il ne suffit pas de dire on va faire des grands espaces à caractère naturel. Bertrand parlait des machines, etc. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus, fort heureusement. Mais trouver une entreprise de paysage qui accepte de venir faire, je dirais, des actes de sylviculture, d'agriculture dans un aménagement urbain, c'est pas si évident que ça. Donc on a dans le Grand Ouest deux, trois grosses entreprises qui assument ça et qui ont vu en amont, je dirais, le potentiel économique que ça pouvait proposer. Ensuite, il faut changer des habitudes de travail ancrées. Et là, je ne parle pas que des jardiniers. Il faut dire aux terrassiers d'arrêter d'aller terrasser jusqu'au tronc de l'arbre. Il faut dire aux conducteurs de travaux d'arrêter de mettre sa cabane à pipi au pied des arbres. Il faut dire non, mais voilà, c'est tout. Il faut arrêter de garer les tractopelles au pied des haies bocagères parce que du coup, vous avez des choses préservées. Vous avez l'impression qu'elles sont bien préservées. Bon, le chantier se finit, tout est recouvert d'herbe, l'herbe repousse, la terre reprend ses droits. Et puis on nous appelle, oui voilà, la haie elle est en train de mourir, on ne comprend pas trop. Et finalement, quand on regarde les photos du chantier, on comprend vite. Mais ça, c'est des traces qu'on n'a pas forcément. Donc c'est vraiment un panel beaucoup plus large que les écologues et les jardiniers. Alors pérenniser les compétences, on a affaire maintenant sur les actes de temps en temps à des spécialistes des arbres, à des entomologistes pour les insectes. Mais ces gens-là, on se rend compte que pour vivre, ils sont très souvent soit en double activité sur l'université, et c'est tant mieux, ou ils donnent des petits cours, ou alors ils se généralisent. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bon, moi finalement je vais faire des cartes de milieu, je vais faire d'autres métiers parce que c'est pas juste avec ma compétence sur les abeilles ou sur les scarabées que je vais réussir à vivre. Et donc du coup, parfois tes compétences soit disparaissent,
sont un petit peu difficiles à trouver. C'est vraiment des niches. Hein. Et ensuite, équilibrer toutes ces équipes, parce que oui, si on change les habitudes de travail, si on cherche de nouvelles compétences et des choses qui ne sont en plus pas connues, il va falloir en plus que ces gens travaillent ensemble. Donc, pas si évident que ça. Donc ensuite, je passe à la technique. La technique se met progressivement au service de la trame verte et bleue, c'est-à-dire que là où avant, vous aviez par exemple un DVRD il fallait qu'il fasse passer les tuyaux et puis que tout aille sur l'exutoire, et aujourd'hui on a des gens qui disent non, moi mon savoir-faire sur l'évacuation des eaux, je vais le mettre au service d'espaces plus perméables. Donc c'est pas forcément des nouveaux métiers, mais c'est des métiers qui prennent un autre sens en fait et qui vont s'adapter. Et donc quand les témoins, je dirais, les personnes que j'ai interviewées m'ont parlé de cette technique qui se met au service de la nature, j'ai pu dégager en fait au fil des discussions des duos qui en fait sont souvent aujourd'hui des duels sur le projet d'aménagement. Le concepteur et les gestionnaires. Mais oui, parce que Bertrand Martin, quand il se retrouve avec les nous de la Courouse, où les gars doivent se mettre comme ça pour pouvoir débroussailler de temps en temps, c'est une catastrophe en termes de conditions de travail et de temps passé. Donc du coup, il faut que les concepteurs et les gestionnaires puissent ne pas être en opposition, mais dès le départ, être dans une collaboration plutôt sincère. Ensuite, l'architecte paysagiste et l'architecte bâtiment. Quand il y a un couple idéal, je pense aux Perrières, tout fonctionne, mais il arrive que dans certains de nos projets, le paysagiste soit là juste parce qu'il en fallait un. Quoi. Et du coup, en les interrogeant, il y a même une omerta. Moi, je ne peux pas trop te parler parce que tu sais, je suis juste sous-traitant et c'est pas moi qui décide. Et voilà. Donc il y a vraiment une. Là, je donne les extrêmes, mais il y a une diversité de relationnel entre ces métiers. Les architectes et les écologues, j'aurais pu mettre aussi promoteur écologue aujourd'hui quand j'y repense. C'est-à-dire la personne qui fait le dessin et celle qui va dire non, excuse-moi, ton dessin il est pas trop bon là parce qu'il va falloir que tu recules un peu, que tu avances un peu, que tes murs soient moins hauts. Et c'est un écologue qui vient lui dire ça. Donc, et très souvent, ils ont une image aussi de l'écologie qui est très zadiste. Ils m'appellent dans leurs petits souliers, oui. Mais tu sais, on n'est pas contre la nature, mais il faut qu'on fasse notre projet. Je dis non, mais je vais pas vous agresser. Donc c'est des duels vraiment à résoudre. Et donc ingénierie du végétal et ingénierie des réseaux et des structures. Alors parfois ça peut être les mêmes personnes, mais il faut savoir que de plus en plus de collectivités fusionnent les services VRD et les services des jardins. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Parce que justement tous ces nouveaux aménagements, les nouveaux à ciel ouvert, etc., on ne peut plus se dire est-ce qu'on est dans l'évacuation de l'eau ou est-ce qu'on est dans la nature. Là on est dans les deux, donc on va éviter la concurrence. Ce serait vrai aussi pour les alignements d'arbres. Quand ils refont les réseaux, même dans la même ville, ils ne vont pas appeler systématiquement le service des jardins, ils sont censés, mais j'ai vu des tranchées ouvertes sur un même alignement. J'ai vu dans une année 4 tranchées de suite, une pour la fibre, une pour la rénovation du réseau de chauffage et une autre, je ne sais plus c'était pourquoi, mais en gros pour vous dire que voilà, 3 fois par an, l'alignement s'est pris une belle tranchée au pied de ces trucs. Alors j'ajoute aussi une précision. On parlait d'espace et de temps. Je pense qu'effectivement, il y a une complexité sur nos représentations. Donc, je vous ai dit faire la liaison du global au local. Les temps de la nature ne sont pas ceux de l'aménagement. Donc, effectivement, là, c'est le test du décamètre qu'on fait souvent avec le client. Où, en fait, quand vous dites à quelqu'un « Ouais, c'est bon, j'ai mis les arbres à 5 mètres des bâtiments », il va tout de suite vous dire « Oui, voilà, je suis large ». Et ben non, ça marche pas, il faut 10 mètres. Et du coup, quand vous leur faites des plans comme ça, avec des petits buffers sur géomatique, ils vous demandent même, mais t'es sûr, t'es à l'échelle là, parce que tes arbres ils vont dans mon bâtiment. Et ben oui, un chêne va faire 10 mètres, après il va faire 15 mètres, 20 mètres, et l'envergure, n'en parlons pas. Donc c'est important d'amener les gens sur le terrain, et avec le test du décamètre, on part du tronc d'arbre, et on fait en vrai, voilà, là c'est la porte de la maison. Et du coup, là les gens se disent, ah bah oui, quand même, on est proche de l'arbre.
Donc c'est tout un tas je dirais, de choses à diffuser et d'expériences à faire parce que nos représentations de l'espace sont pas du tout à l'échelle en fait, et on s'en rend pas compte. Donc la discipline de l'écologie, il y a la question de la temporalité sur à quel moment intervient l'écologue. Est-ce qu'il intervient en amont, pendant, après? Tout au long, c'est encore mieux. Mais effectivement, si aujourd'hui on fait beaucoup d'inventaires, et des anciens de l'université de géographie m'ont dit que c'était déjà pas mal parce qu'à leur époque, il n'y avait même pas d'inventaire exhaustif. Aujourd'hui, la vraie question, ça va être qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes talents qui nous font des super inventaires d'éléments écologiques présents sur le territoire. Et la vraie question aujourd'hui, c'est d'être présent sur le chantier pour les protéger. Et qu'est-ce qu'on va protéger aussi, parce qu'il y a forcément une sélection. Et donc, une multiplicité de rythmes aussi du projet sur les aménagements. Il y a l'avant-projet, l'esquisse, la réalisation, mais à l'intérieur d'une ZAC, il y a encore des opérations immobilières, donc avec des parcellaires et des immeubles qui vont se construire, qui eux aussi ont leurs propres espaces publics ou espaces verts privés. Et du coup, c'est tous ces décalages temporels qu'il va falloir gérer sur le long terme pour surveiller la nature qu'on avait prévu de conserver. Et donc, comme je vous disais, on a une pluralité de situations avec des rapports à la matérialité différentes et des relations avec les autres métiers. Alors c'est très subtil, hein, les frontières entre les compétences. Aujourd'hui, par exemple, l'école de Blois forme ses paysagistes à l'hydraulique. Et ça ne va pas faire de ces paysagistes des hydrauliciens. Par contre, leur idée, c'est de permettre aux hydrauliciens de comprendre ce que vont raconter les hydrauliciens, justement. Sauf qu'après, des fois, il y a des frontières. Bon, bah, on veut économiser l'hydraulicien dans le projet, alors on va faire nous-mêmes les débits, quoi, ça va être moins cher. Donc vous voyez, c'est très subtil. La compatibilité des outils de travail, c'est un petit peu les issues de ma thèse. Écologue, nous sommes sur cartographie. Architecte, vous êtes sur des logiciels de dessin. Et on a bien du mal, des fois, à remettre nos arbres à l'échelle, notre végétation, nos prairies, nos animaux, dans tout ça. Donc actuellement, enfin, moi personnellement, je travaille avec des développeurs là, pour avoir des outils de compatibilité. Parce qu'en plus, il faut bien se dire que l'architecte, il a passé 3 semaines à 60 heures par semaine à dessiner son immeuble qui va peut-être pas lui rapporter le salaire qu'il voudrait avoir. Alors si en plus on lui demande d'intégrer des choses qui ne sont pas compatibles avec son logiciel, etc., donc à nous, même si eux aussi doivent faire des efforts, de leur fournir des fichiers qui soient automatiquement affichables avec les échelles, avec les données, les renseignements. Et ça, c'est un vrai défi entre Autodesk, enfin le dessin, et la base de données géomatique. Et capacité empathique des acteurs, c'est-à-dire pas arriver avec ses gros souliers, quoi. Hein, oui, je défends la nature, je défends les arbres, mais je vais essayer de comprendre quelles sont les contraintes de mon partenaire pour amener mes exigences, mais qu'elles s'insèrent quand même de façon subtile et intelligente dans le processus d'aménagement. Et tout ça pour avoir des compromis de la qualité la meilleure possible. Pas des compromissions, des compromis. Donc là, c'est un petit schéma qui rappelait entre contexte humain et contexte technique, comment on va hybrider nos compétences, etc. En gras, c'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui et qu'on retrouve dans les dialogues. On sait produire des espaces et un petit peu se faire se rencontrer les compétences. Par contre, le mot hybridation, il veut dire quelque chose, et là, c'est quand même un petit peu plus complexe à mettre en œuvre. Donc je finis par quelques matérialités. Je vais moins pousser sur l'aspect de mes observations sur le terrain. On va jouer au jeu des 7 différences. Même ambition. Au départ du projet, on avait dit qu'on garderait les haies bocagères. Donc je pense que vos œils aguerris voient quand même qu'il y a une différence. Moi, je les ai un petit peu catégorisés, c'est-à-dire que là, on est au rive du Blône, où effectivement, on a perdu nos strates végétales. Alors, Bertrand disait que ça correspondait à une esthétique. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur les bocagères. Je pense que c'est un manque de savoir-faire pendant le chantier. Les gens ne demandent pas forcément des haies avec du gazon au pied. Enfin, en tout cas, ça évolue parce qu'on aime bien cueillir les noisettes aussi. Donc, bon, voilà. Les terrassements, la gestion des terrassements, ça c'est très important. Donc là, j'engage un pèlerinage chez les terrasseurs pour aller leur expliquer ce que c'est qu'un arbre. Mais il y a des terrasseurs qui aujourd'hui s'amusent à repérer les racines des arbres avec leurs godets.
ça évolue. La proximité au bâti, donc j'en parlais, là c'est 5 mètres au bâtiment. Et pourtant. Donc là on est aux Perrières où tous les bâtiments sont à minimum 15-20 mètres, je fais une petite analyse cartographique. Les entités ont été préservées dans leur entier, les chemins creux, les fossés ont été réutilisés, etc. Et donc sur les noues, alors si les rives du Blône les premières phases n'ont pas été très brillantes sur le blocage, en revanche sur les systèmes de noues, il faut avouer qu'il y a une vraie valorisation de l'eau, un vrai jeu avec le ruisseau du Blône qui passe en cœur du quartier, voilà, donc de ce côté-là. Et en revanche, au plateau des Capucins, ces noues en fait sont doublées de tuyaux. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez une noue en face de vous qu'il n'y a pas de tuyaux en dessous. Et d'ailleurs, ce qui est un peu une aberration pour certains paysagistes, parce qu'ils disent qu'on nous demande de faire des noues. On a dit aux clients que c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas assez de pente, pas assez de place, etc. Techniquement, c'était pas possible, mais ils voulaient quand même une noue, et du coup, elle a été doublée d'un tuyau pour assurer l'évacuation des eaux. Donc voilà, tout ce travail en fait aujourd'hui débouche sur un petit peu des adaptations de méthodologie. Et puis effectivement, donc je reviens, donc c'est l'importance du langage, l'organisation de la ressource humaine et la sensibilisation des acteurs de la construction, maîtriser tout cet espace, cette proximité, l'ergonomie des logiciels et les dispositifs administratifs et juridiques qui sont un petit peu peut-être à travailler au niveau des processus d'aménagement. Pour des espaces à caractère naturel qui sont quand même beaucoup le reflet de la qualité collaborative. Alors là, c'est pas évident dans un diaporama comme ça, mais tout au long de la thèse, on voit à quel point les résultats finaux sont en lien avec la véritable authenticité de la collaboration qu'il y a pu y avoir entre les différentes disciplines, sous l'égide du maître d'ouvrage et donc des gouvernants. Merci de votre attention.